Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. On m'appelait un peu Mougli, pour te donner une idée. Et j'ai même eu des réflexions à l'école, on me demandait si mes parents me nourrissaient. J'ai commencé à grossir. Et du coup, là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Au début, j'ai perdu 15 kilos très vite, donc en faisant une cétose. Sauf que j'ai tout repris derrière. Il y a un moment où le corps a dit stop. Et c'est des mots que tu as dit qui ont fait tilt. Tu avais dit le mot pouponner, je crois. Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. Là maintenant, les nouveaux outils, c'est de m'écouter moi et plus les autres. J'ai repris vraiment le plaisir de manger sans culpabilité. Quand je me fais confiance, quand je m'écoute vraiment, ça fonctionne. Peut-être d'accepter d'être une femme de 40 ans qui n'a plus un corps de 20 ans et que c'est ok aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Linda. Après un parcours compliqué avec son alimentation, après avoir tenté de nombreux régimes pour au final se retrouver avec 30 kilos de plus alors qu'elle était une brindille dans son enfance et son adolescence, Linda a rejoint l'accompagnement Indépendance Cannelle au mois de novembre 2020. Elle a senti, après m'avoir entendu en parler sur Instagram, que ce besoin d'être poupounée et de prendre soin d'elle allait pouvoir être rempli pendant ces 6 mois. Linda fait ici un bilan de ce parcours, des prises de conscience qu'elle a pu faire, ainsi que des outils qu'elle va pouvoir continuer à utiliser, en particulier plus de bienveillance envers elle-même et envers sa santé. Je vous laisse découvrir le témoignage de Linda. Bonjour Linda, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir pour que tu viennes à ton tour témoigner avec nous et partager avec nous l'histoire de ta relation avec l'alimentation. Alors nous Linda, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on s'est re-rencontrés quand tu as débuté l'accompagnement Indépendance Cannelle fin 2020 puisque tu as fait partie des premières femmes comme Catherine qui a témoigné il y a quelques semaines, mais des premières femmes qui sont venues tenter l'aventure de cet accompagnement-là. Nous, ça faisait déjà un petit moment qu'on se connaissait. Et est-ce que tu veux bien commencer par te présenter ? Oui, je veux bien, avec plaisir. J'ai 41 ans. Je suis en reconversion professionnelle, donc ça passe par une formation de 5 ans de psychologue. Ouais, une jeune étudiante voilà. À nouveau, du coup. À nouveau. Est-ce que tu veux bien, alors je ne sais pas dans quel sens tu as envie qu'on le prenne, mais tout simplement nous partager ton parcours avec l'alimentation, peut-être d'une manière chronologique, et qu'est-ce qui t'a amené finalement à commencer Indépendance Cannelle fin 2020 ? D'accord. Alors, ça remonte à la fin de l'adolescence, vers 18-19 ans. Où j'en ai eu ras-le-bol des études, de la France, besoin de voir du pays, de respirer, de quitter le cocon familial. Donc je suis partie en tant que fille au père en Irlande. Et là, ça fait partie de mes premières prises de poids. Je dirais que c'est plus à chaque fois c'était la pilule qui m'avait fait grossir, mais ça m'avait pas dérangée dans la mesure où j'étais vraiment très très menue naturellement depuis ma naissance. On m'appelait un peu Mougli, pour te donner une idée. Ah oui.
Et j'ai même eu des réflexions à l'école. On me demandait si mes parents me nourrissaient. Enfin, c'était pas facile, mais dans l'inverse. C'est ça. Moi, je dirais que j'ai vécu aussi ce versant-là le pendant de la grossophobie, mais pour les personnes très minces. Très menues, ouais. On m'appelait Skeletor aussi à l'école. Ouais, c'est sympa. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mieux, et c'est ce que tu dis, c'est pas mieux que dans l'autre sens, en fait. Hein. C'est pas bouboule, parce que certains de nous peuvent témoigner de petits noms comme ça, quoi. Mais il y en a aussi, on en a tous pour notre grade, en fait, à cette période-là. Voilà, c'est planche à pain, c'est toutes les choses pas sympas non plus, dans l'autre sens. Non, c'est pas plus confortable. Je pense que c'est la première fois que ça m'a un petit peu dérangée. Déjà parce que j'étais pas à la maison, que je pouvais pas acheter trop de vêtements. Du coup, ils commençaient à rétrécir un petit peu les vêtements. Oui. Les premières fois que j'avais pris un peu de poids en prenant la pilule, c'était... du coup, je rentrais un peu plus dans la norme. Oui. Donc c'était pas dérangeant et là je voyais mes joues vraiment s'arrondir et finalement peut-être un peu trop changer. Mais je m'en suis pas formalisée plus que ça parce que j'étais dans un moment un peu de détresse à cause de la solitude que ça générait pour moi. Oui. C'est difficile de quitter chez les parents, puis trop de changements d'un coup en fait pour moi. Ensuite je me suis mise en couple et là de nouveau j'ai changé mon alimentation. Ouais. Donc je pense que c'est la pilule plus les changements de rythme, d'alimentation. Donc quand on se met en couple, on s'accommode un peu de l'alimentation de l'autre. On est content aussi de quitter chez ses parents, donc on mange un peu comme on veut. Finalement, il y a beaucoup moins de légumes sur la table. Puis c'est du travail aussi de cuisiner des produits frais. Et on a la flemme à 18-19 ans. Oui, si on se remet dans le contexte, effectivement. Donc là, j'ai commencé à grossir. Et puis, je suis tombée enceinte et j'ai beaucoup grossi pendant ma grossesse. Mais je m'en suis pas inquiétée parce que c'était une grossesse. Voilà. Et oui. Et après, pour mes 2 enfants, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pris beaucoup de poids et j'ai tout reperdu derrière sans faire de régime. C'est parti naturellement, en fait. Voilà. Et c'est par la suite, quand ils ont été un petit peu plus grands, je pense que j'ai fait un petit coup de déprime où pour la première fois de ma vie, j'avais pas faim. Mais ça m'était jamais arrivé parce que même très menu, je mangeais comme 4. J'avais vraiment toujours un gros appétit. Et j'ai perdu pas mal de poids. Bon, comme je suis assez grande, pour 1m75, pour te donner un ordre d'idée, à 52 kilos. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Du coup, c'est après ça, je pense que j'ai repris la pilule, plus peut-être le contre-coup de ce moment de déprime où pendant quelques mois, j'ai beaucoup moins mangé. Et là, j'ai commencé à grossir et ça s'est plus stoppé. Ouais, donc du coup, il y a eu les grossesses où tu as pris du poids, le poids qui s'est régulé finalement après la grossesse. Après, il y a eu cette perte d'appétit où tu as vraiment perdu beaucoup de poids. Et puis après, ça s'est mis à repartir dans l'autre sens. C'est ça ? Oui. Et du coup, là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que ça ne s'arrête pas. Je vois la balance, ça monte. Oui, c'était comme quelque chose de... Tu sais, le mot qui me vient, je ne sais pas si c'est adapté, mais de vertigineux, un peu de voir ce chiffre qui montait. Oui, c'est angoissant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Puis on ne sait pas faire parce qu'on n'a jamais eu à faire, à gérer ça. Eh bien oui. Oui, parce que c'était plutôt le contraire, en fait, avant. J'étais obligée de faire attention à ce que je mangeais pour ma santé, mais pas au niveau quantité. Je me suis jamais restreinte en quantité avant ça. Oui. Là, j'ai consulté pour ça, parce que je voulais aussi rentrer dans ma robe de mariée, parce qu'on a décidé de se marier à cette époque-là, voilà. Et j'ai perdu assez facilement, je dirais. Et ça n'a pas été un régime très compliqué. C'était vraiment réduire le sucre, faire un petit peu plus d'activité physique, des choses assez basiques, finalement assez intuitives, qui ont très très bien fonctionné. Et puis après le mariage, le poids est revenu. Une fois la robe quittée, en fait. Est-ce que c'est re-rentrer dans le mariage ? Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a une part de psychologique, d'affectif. Oui.
Et d'ailleurs, est-ce que tu as des pistes sur la prise de poids, finalement, sur cette période où tu t'es mis à prendre du poids? Je pense qu'il y a une combinaison d'hormones. À ce moment-là aussi, je cherchais une contraception adaptée qui me rende pas malade. Et du coup, il y a eu des changements de contraception. Donc des changements de prise d'hormones, mine de rien. Et combiné à peut-être un petit peu de chamboulement, parce que le mariage, ça peut amener des chamboulements dans une vie, hein, c'est pas rien. Pour moi, c'est du chamboulement affectif, de réaccordage avec mon mari, d'essayer de bien vivre ensemble, de régler des conflits, les conflits qui m'avaient amené à déprimer avant et à perdre beaucoup de poids, ils n'étaient pas réglés. C'est pas parce qu'on se marie que tout est réglé. Non. Donc il fallait gérer tout ça. Et je pense que ça a été moi, je l'attribue à un mélange des deux, en fait. Oui. À la fois le côté hormonal, finalement, et à la fois le côté plus émotionnel, affectif, psychologique, du coup. Ouais. Donc, tu avais fait ce premier régime, en fait, pour entrer dans la robe de mariée. Et puis après, le poids a commencé à revenir. On en était là, du coup. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait une petite affiche dans la salle d'attente de ma généraliste, en qui j'avais entièrement confiance, qui disait qu'elle faisait de l'accompagnement pour la perte de poids. Donc, elle m'a suivie pendant plusieurs années. Au début, j'ai perdu 15 kilos très vite, donc en faisant une cétose et en faisant de l'activité physique. Sauf que j'ai tout repris derrière parce que le corps, à un moment donné, pour l'activité physique, il m'a dit aïe. Parce que c'était une suractivité, du coup, par rapport à ce que tu faisais avant. Tu t'es mise à faire beaucoup de sport. J'étais contente de pouvoir vraiment... J'ai pris une bonne dynamique qui m'a fait beaucoup de bien. Sauf que j'ai des articulations très sensibles qui m'ont dit stop. Donc là, j'ai dû arrêter... Ces dernières années, j'ai arrêté complètement. Même marcher, ça me faisait mal. Ça allait loin dans la douleur et dans ce que tu as... Est-ce que je peux dire dans ce que tu avais infligé, du coup, à tes articulations Non, parce que vraiment, c'était un plaisir d'aller courir et de découvrir que je m'étais fait des idées sur moi-même, que j'étais plus sportive que ce que je m'étais imaginé. Oui, ça t'a fait déconstruire cette identité de non-sportive, en fait, pour construire une identité de sportive, du coup. Et bien dans cette dynamique, pas dans une tyrannie. C'était vraiment dans le plaisir de bouger, de respirer, de découvrir ce que c'était que de ne plus faire d'asthme grâce à la course aussi. Donc c'était beaucoup de bénéfices. Et là, j'ai dû arrêter. Et la cétose, j'en ai eu marre aussi parce que les produits... Tu peux nous expliquer un peu plus, du coup, ce que c'est la cétose ? C'est supprimer tous les sucres industriels, mais aussi une bonne part des sucres naturels. C'est-à-dire qu'on les réduire au minimum. On supprime tout ce qui est féculent. Et tous les glucides, c'est ça ? Et on garde un fruit par jour. Et on garde tout ce qui est légumes. Donc très restrictif. Et protéines. Très restrictif. Et c'est pas moi. Parce que moi, j'ai toujours été gourmande, jamais de restrictions avant. Donc ça a été... pendant quelques mois, ça a été... Et puis après, ça a été dur. Parce que socialement parlant, quand on est invité quelque part ou qu'on reçoit du monde, on est toujours en décalé. On mange pas pareil que les autres ou pas autant. Et il y a un moment où le corps est dit stop. Et en plus, on prend des produits protéinés pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Parce que c'est plus facile que de se faire cuire un œuf le matin ou de prendre une tranche de jambon. Donc on prend ces produits-là qui sont faciles d'utilisation. Mais il y a une vraie saturation au bout d'un moment parce que c'est industriel. Et finalement, en tout cas, mon corps m'a dit stop. Et là aussi, il a dit stop. Même le goût, il passait plus. J'imagine. Donc j'ai tout repris, j'ai même repris plus. Et je me suis accrochée
quand même pendant quelques années, jusqu'à ce que je me dise stop, et puis de retourner chez le médecin, puis dire non, mais j'ai encore regrossi, on se sent pas super ok avec ça, on n'est pas super fiers, et puis finalement on perd un peu espoir. Ouais. Et ce qui a fait tilt pour moi avec Indépendance Cannelle, c'est que j'avais repris mes études et j'avais pas mal regrossi avec la reprise d'études, le stress des partiels, etc. Où je m'étais dit, je me fiche la paix pendant les partiels, sauf que la balance, elle continuait à m'indiquer des chiffres toujours plus hauts. Et c'est des mots que tu as dit qui ont fait tilt, comme tu t'avais dit le mot pouponner, je crois. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et j'étais assez ambivalente sur est-ce que c'est le bon moment de faire un régime alors que je suis en plein stress des études. Mais il y avait une partie de moi qui avait envie d'être poupounée et qui se disait oui, mais je continue à prendre du poids, à plus rentrer dans mes vêtements, ça va pas finalement. Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. Oui. Et puis, avec cet objectif vraiment de pacifier cette relation avec l'alimentation et de sortir justement de cette mentalité de régime dans laquelle tu étais entrée pendant ces X mois, années de cétose, dans quelque chose de très, très restrictif du coup. Oui, et puis d'essayer quelque chose de différent. De ce qu'on nous propose et qui ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Oui. C'était d'abord ça, pour moi. Oui. Il y avait quand même cette idée de contrôle, parce que de reprendre le pouvoir sur son alimentation. Mais je pense que je l'ai pris comme ça au départ, de me faire chouchouter un petit peu, de ne plus être dans la lutte toute seule, en fait. Alors que chez le médecin, même si c'est un accompagnement, finalement, on est seul dedans. Et ça, c'est usant, je pense, à la longue, d'être seul dans cette bagarre contre la perte de poids, où finalement, à la maison, on se rend compte que les enfants, ils n'ont pas de problème de poids, ou ils n'ont pas envie de s'en occuper, et ça les regarde. Et le mari, lui non plus. Donc, non, on est vachement seul dans ce parcours, finalement. Et ouais, il y avait quelque chose vraiment de l'isolement, de te dépatouiller, même s'il y avait plus qu'un accompagnement, j'ai l'impression, des indications. Un médecin, c'est là pour donner un traitement, en fait. Oui, c'est ça. Dire faites ci, faites ça, machin. Mais que ça mettait de côté, en tout cas, ça prenait pas en compte ce côté plus affectif, émotionnel, du coup. Voilà. Oui. Et c'est ce qui me manquait vraiment. Et en découvrant aussi les études de psychologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Et c'est pas que dans le dressage, entre guillemets, alimentaire. Oui, j'aime bien que tu emploies ce terme d'ailleurs, c'est très parlant, je trouve, dressage alimentaire, parce que c'est un peu ça que nous proposent les régimes, en fait, en nous mettant des règles, en fait, et un dressage. Je note cette expression-là. Conditionnement, dressage. Et qui fonctionne qu'un temps, en tout cas avec une personnalité comme la mienne, ou quand même dès l'adolescence, quand on me disait non, si j'avais envie de quelque chose, j'allais le faire de façon détournée, en cachette, mais j'allais le faire. Mais c'était trop fort. Ouais, c'est ça. Et tu dis des personnalités comme la mienne, mais c'est la personnalité humaine, j'ai envie de dire, qui fonctionne comme ça, du coup. Oui, donc tu es arrivée avec cette envie, tu disais, de te faire pouponner, du coup, quand on a commencé la démarche. Est-ce que tu veux bien nous partager ce parcours, du coup, pendant ces 6 mois? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui a été aidant pour toi ou pas? Alors au départ, j'ai beaucoup aimé le déballage un peu des nouveaux outils, comme un peu des cadeaux, des nouveautés. Ça, c'était vraiment génial. J'ai bien aimé même le podcast sur le stop. Ah, dans les audios de pleine conscience? Dans les audios de pleine conscience, c'était le stop. Oui, pour faire une pause quand émotionnellement c'est compliqué. Ça m'a bien aidé pour réviser, aussi pour refaire descendre l'attention quand on est trop angoissé. J'ai bien aimé redécouvrir manger en pleine conscience, que je faisais. Je me suis rendu compte que je faisais ça naturellement quand j'étais enfant ou ado. Et que j'avais perdu ça. Que j'avais perdu cette sensation. Il y a plein d'outils comme ça que j'étais contente d'utiliser. Après, il y en a que j'ai pas souhaité continuer à mettre en place. Parce qu'ils me correspondaient pas forcément et où j'avais pas le temps. Où j'avais pas envie de me donner le temps pour dans mes révisions,
mes suivis de cours. Ce que tu dis, c'est que tu as vraiment fait ton marché un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai pu te proposer des outils, j'ai pu te proposer, tu dis, j'aime bien ton image de déballer les cadeaux. C'est un peu comme si c'était Noël, ça me fait plaisir du coup que tu vois les choses comme ça. Et c'est vraiment ça mon intention, de laisser la liberté à chacune, de prendre ce qui va lui parler, puis de laisser ce qui lui parle moins. Et qu'il y a particulièrement des outils autour de la pleine conscience qui t'ont aidé dans ce cheminement-là. Et j'aime bien quand tu dis que tu as pu retrouver finalement que ça avait toujours été là, ça avait un peu disparu, mais cette conscience dans tes sensations, en fait, autour de la faim, de la satiété. Oui, c'est exactement ça. Je me suis rendu compte que j'avais été capable de perdre du poids sans faire d'efforts, sans me poser de questions, par exemple après la naissance de mes enfants, ou après le retour d'Irlande, où j'avais tout reperdu sans aucun effort, sans aucune prise de tête. Donc la première question, ça a été qu'est-ce qui fait que j'ai été mince sans effort, et pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas, par exemple. Mais de me poser la question différemment que sur le plan médical, mais plus sur le plan instinctif. C'est ça. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des choses que je faisais naturellement avant, par exemple prendre mon temps pour manger, que je ne faisais plus parce que j'ai reconstruit ma nouvelle famille, et dans ma nouvelle famille, c'est des gens qui mangent très vite. Qui adorent manger très très vite et après pouvoir passer au salon. Sauf que dans ma famille, mon petit noyau familial du départ, on prend du temps pour manger. C'est comme ça que tu as été élevée, en fait, c'est ça, dans cette, j'allais dire lenteur, c'est même pas ça, mais dans prendre son temps, en fait. C'est le moment où on se retrouve après la journée de travail, on se retrouve tous autour de la table, où chacun raconte un petit peu sa journée. C'est un vrai moment de partage. Et du coup, comme on papote beaucoup, on prend beaucoup de temps. C'est ça. Il y avait ça, et du coup, ça laissait peut-être le temps à la satiété d'arriver. Oui, complètement. Donc, je ne me rendais pas compte. Pour moi, j'avais plus faim. Je ne quittais pas la table avec la faim. Et ces sensations de savourer un aliment, juste de le garder en bouche, vraiment savourer toutes les particules presque, j'ai envie de dire, tant sur le plan des saveurs que de la texture. Et que c'était un vrai jeu, et ça j'avais complètement oublié. Ouais, c'est ça. Tu as pu reconnecter ça, en fait. Oui, et en étant à l'écoute pendant le repas de mes sensations de satiété, je me suis rendu compte que je les avais, qu'elles fonctionnaient bien, que c'était pas un dysfonctionnement, mais plutôt un manque d'écoute. Et peut-être vraiment de manger trop vite, donc de pas laisser le temps à la satiété d'arriver. C'est ça. Et puis cette peur peut-être aussi de manquer, du coup de se ruer sur la nourriture. Et peut-être que tu as développé ça suite à cette cétose du coup, ou il y avait peut-être déjà ça avant par rapport au rythme de manger vite ou... Mais je sais pas. Je sais pas, parce que je pense aussi qu'il y a chez moi une part d'affectif qui est mêlée à tout ça. Je pense qu'il y avait un petit manque à combler avec ça, peut-être un petit côté compulsif de manger ses émotions comme tu en parles. Et moi, ça me parle beaucoup, le fait de manger ses émotions. Maintenant, je l'identifiais plus ou moins avant, mais maintenant je le sais. Je mange mes émotions en pleine conscience quand je le fais. C'est ça. Et je suis OK avec ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait toute la différence, tu sais. C'est ce que je dis souvent, d'avoir le choix, en fait, de ne pas être en train de subir et de faire les choses sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tu es dans la conscience de ce qui se passe, en fait. C'est ça. Exactement. Donc là, je chemine. Pour moi, c'est vraiment... j'ai la sensation d'être au début du chemin, même si ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Pour moi, c'est vraiment le démarrage, mais un bon démarrage. C'est-à-dire qu'on a débroussaillé un peu les pistes dans la jungle. Maintenant, on dit il faut en faire des autoroutes. Mais ça ne se fera pas en 2 jours. Mais je le vis mieux. C'est-à-dire que cette impatience, je l'ai mise de côté un petit peu et j'accepte que ça prendra du temps. Déjà, j'ai beaucoup stabilisé. Et comme tu disais, je me suis approprié quelques outils comme manger en ayant faim, par exemple. Ça peut paraître basique, mais c'est des choses que j'ai oubliées. Je t'avais parlé de conditionnement, mais moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir été conditionnée à finir mon assiette, conditionnée à manger vite pour suivre le nouveau rythme familial. C'est ça.
Après, par la suite, devoir manger des légumes parce qu'il faut manger des légumes. Et puis presque dans telle quantité parce que c'est comme ça qu'il faudrait manger selon les médecins, etc. Donc d'avoir été beaucoup conditionnée. Donc là, maintenant, les nouveaux outils, c'est de m'écouter moi et plus les autres. Et oui, et c'est ce que tu disais juste avant, mais ça paraît tellement simple à dire. Et c'est en même temps tout un cheminement, du coup, de déconstruire tout ça, tous ces conditionnements et de t'écouter toi. Voilà, donc pour moi, le jeûne intermittent, mais adapté à mon rythme, à moi et à mes besoins, ça a été très positif. Donc de pouvoir, du coup, manger sans culpabilité. Ça m'a permis de manger avec faim au moment opportun pour moi de manger. Et c'est ça. Et du coup, oui, quand tu parlais du jeûne intermittent, c'est de te rendre compte que tu n'avais pas faim le matin, en fait. Comme quand tu étais ado, tu me disais quand on discutait juste avant là, d'enregistrer, finalement, quand tu étais ado, tu n'avais jamais faim le matin. Et après, tu t'es peut-être forcé parce qu'il fallait, j'en sais rien. Et là, tu retrouves en fait le fait que le plus souvent quand tu te lèves, c'est pas là que tu as faim en fait, c'est un peu plus tard. Oui. C'est ça. Et du coup, dans une démarche plus globale d'écouter, et tu disais de plus culpabiliser du coup. Oui. Oui, d'écouter parce que en fait, je m'étais rendu compte que je faisais des petits déjeuners le matin parce que on dit qu'il faut manger le matin et que j'avais 2 petits loups à nourrir et que je voulais leur offrir la meilleure alimentation possible et que du coup, je leur faisais un petit déj en maman normale. En bonne maman. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, là, je leur fiche la paix maintenant. Aujourd'hui, c'est tu veux manger au petit-déj si tu as faim. Et ma fille, je ne l'oblige plus à manger, par exemple. Oui. Oui, vraiment, comme je disais tout à l'heure, tout un conditionnement qui a été mis en place. Et du coup, pour en revenir à la culpabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je me faisais plaisir ou que je mangeais plus que ce que j'avais envie de manger, je grossissais beaucoup. Et je mangeais sans faim parce que j'avais envie aussi de ces repas familiaux, conviviaux et sociaux à la maison. Pour moi, très, très important. Du coup, j'avais pas faim si j'avais pris un goûter. Eh bien oui, c'est logique en fait, là aussi. Donc là, ça a été de suivre mes envies et mes intuitions, mais aussi quand même mettre en place quelques stratégies pour pouvoir manger avec faim pendant ces repas-là. C'est ça. Pour, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment aussi un des objectifs d'arriver finalement à... Oui, c'est ça, à devenir stratégique en fait, sans nier les sensations de faim, mais de se dire, ok, si je veux être sûre... Tu vois, on en parlait justement avec une autre des personnes que j'accompagne ce matin, le fait de pouvoir prévoir, par exemple, un gros repas de famille, tu vois. Si je veux être sûre d'avoir encore faim pour le dessert... je vais peut-être moins prendre du plat ou comme de pouvoir, c'est ça, stratégiquement prévoir, comme tu disais, je vais pas prendre de goûter si je veux être sûre d'avoir faim ce soir. C'est marrant que tu en parles parce que ça, je le fais maintenant, mais avec plaisir et une bonne anticipation. C'est-à-dire que il y a de l'apéro. Si j'en mange, je me dis, tant pis, j'aurai plus faim pour le dessert, mais est-ce que c'est grave ? Non, exact. Tant pis. Et puis, si j'ai vraiment envie du dessert, effectivement, je vais y aller plus mollo sur le plat et ce sera OK. Et je serai plus dans ce lâchage un peu comme dans le régime où on se dit, bon, là, c'est un repas plaisir, mais alors du coup, je vais y aller, je vais me lâcher. C'est ça, le cheat meal, là, le repas. Mais où on va ressortir, on va pas être bien parce qu'on aura trop mangé. Et, de temps en temps, je refais cette mauvaise expérience d'avoir trop mangé. Et c'est de plus en plus désagréable. Mais à contrario de cette expérience-là de désagréable du ventre trop tendu, de sentir vraiment au bord de la nausée parfois, il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Je sais que les semaines où j'ai vraiment respecté ma santé, parce que ne pas manger certains aliments, là, c'est plus dans le cadre de régime, mais dans le cadre du respect de ma santé. Et ça, je suis OK avec ça. Ça marche beaucoup mieux pour moi. C'est un très bon levier. Je suis mes sensations de faim et mes envies. Et je perds du poids tout doucement et ça se passe bien. Comme ce que tu avais vécu à ton retour d'Irlande ou après la naissance de tes enfants finalement. Tu as refait ce chemin-là en fait, de reconnecter
tes réelles sensations et tes envies qui te guident en fait d'une manière très fiable. C'est ça ? Oui, ouais. Mais c'est se reprogrammer quelque part, mais bien se reprogrammer. C'est, comme je disais, c'est des fois ça marche, il y a des semaines où ça marche, puis il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué. Et je sais que j'ai fait le bon choix de commencer l'accompagnement en pleine période de stress. Oui, ça c'était ta question du départ, ça. Ouais. Parce que, en fait, je me demandais, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Parce que je sais que je vais craquer, parce que je vais être sous tension. Et finalement, je me rends compte que ça m'a permis, pendant tous ces mois, de bien stabiliser, de faire beaucoup moins de variations de poids et surtout de plus être dans la culpabilité et la prise de tête. Donc là, l'objectif, pour moi, il est atteint. De sortir de la prise de tête et des frustrations. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander. En fait, là, aujourd'hui, on se voit pour enregistrer cet épisode du podcast, mais c'était aussi notre dernière séance, en fait, de l'accompagnement après ces 6 mois qu'on a passé ensemble. Et donc, c'était le moment aussi de faire le point sur là où tu en es et comment tu vois la suite. Et du coup, comment tu pourrais résumer ça ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? À quelle étape tu en es et comment est-ce que tu vois la suite de ce cheminement ? Je dirais que je suis beaucoup plus sereine par rapport à mon alimentation. J'ai repris vraiment le plaisir de manger sans culpabilité. C'est déjà énorme pour moi, c'est déjà beaucoup. Je dirais que pour moi, c'est de continuer dans cette lancée, comme je te disais, de faire des routines et de continuer à suivre mon instinct. De faire confiance à mon instinct de survie qui me dit là tu peux y aller ou là tu peux pas, de vraiment plus m'écouter parce que comme je te disais tout à l'heure, ça marche vraiment. Là en 6 mois je l'ai bien expérimenté. Quand je me fais confiance, quand je m'écoute vraiment, ça fonctionne. Même en ayant des repas plaisir, plusieurs dans la semaine, etc. Je peux perdre du poids même en faisant ces repas plaisir. Même en te faisant plaisir, tu peux perdre du poids. Ça, c'était une belle surprise pour moi. Mais oui, même sans culpabilité, sans frustration, tu peux perdre du poids et tu peux faire confiance surtout. Moi, je reste avec ça, avec ce que tu dis, de faire confiance à ton instinct, en fait, à ton corps. Oui, parce que finalement, il y a une intelligence derrière ça, qui nous échappe parce qu'on ne la comprend pas forcément, mais elle est là. Et oui. Moi, j'entends des retrouvailles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Complètement, vraiment. Même de retrouver des aliments qui m'avaient manqué là, pendant ces années de régime. Retrouver des aliments, mais les retrouver en mieux, j'ai envie de dire. Par exemple, il y a des choses que je fais partir de mon alimentation, non pas pour rentrer dans un régime, mais parce que je me rends compte que ça me fait pas du bien pour ma santé. Ce que tu disais tout à l'heure, des choix de santé, en fait, qui vont guider par rapport à des inconforts, par exemple, ou des désagréments. Et que c'est là encore une fois tes sensations et ton corps qui va guider les choix alimentaires et les quantités aussi du coup de ce que tu manges, c'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec nous avant qu'on se quitte ? C'est la patience, c'est d'être patiente avec soi-même et d'aimer son corps, parce que je me suis rendu compte aussi que petite, je le trouvais trop maigre, après je le trouvais trop plat ou trop gros, etc. Donc finalement, je me rends compte que comme j'ai eu cette chance quelque part finalement d'expérimenter plusieurs tailles, je me rends compte que finalement, si on décide pas de l'aimer pour de bon, on l'aimera jamais, quelle que soit la morphologie qu'on aura, quel que soit le poids qu'on aura finalement. C'est que c'est un leurre de penser que quand on aura atteint tel poids, on l'aimera. C'est un chouette message que tu nous passes là, de réconciliation. Je reste avec ce terme-là. Donc là, je ne sais pas où je vais exactement. Il y a encore plein de surprises à découvrir. Je ne sais pas si je vais stabiliser, si je vais reprendre encore un petit peu. Mais tu vois, du coup, cette semaine, j'ai décidé d'acheter des fringues au 44. C'est mon poids actuel. Et je me dis, mais si je reste là, c'est OK. Si je redescends, tant mieux. Si je ne redescends pas, peut-être aussi accepter ce corps de femme qui n'est plus ce corps d'ado que j'avais avant.
Donc c'est vraiment aussi en ce moment de me réconcilier avec ça et de me dire que c'est pas important. Que ce qui compte, c'est que je sois en bonne santé et que je me sente bien. C'est ça. Et que c'est ça le plus important, en fait. Et finalement, plus qu'un chiffre sur une balance. C'est d'accepter, non pas comme une fatalité, mais plus comme les aléas de la vie. On prend en âge et le corps, il change. Donc c'est d'accepter cette différence, tout comme l'adolescent, il doit composer avec un corps finalement d'adulte. Et un adulte qui prend de l'âge, peut-être d'accepter d'être une femme de 40 ans, qui n'a plus un corps de 20 ans, et que c'est OK aussi. Merci Linda pour être venue témoigner ici, pour ce message d'amour de soi en fait que tu passes là, et d'amour pour ton corps, et quelle que soit sa taille finalement. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a inspiré. Merci également à Linda de nous avoir partagé son parcours dans sa relation avec la nourriture et d'avoir fait avec nous le bilan de l'accompagnement Indépendance Cannelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une note 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast et à rédiger un avis. Cela soutient énormément mon travail. À très bientôt dans un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.